nous, petit problème technique. On va commencer tout de suite. Là, tu spoil un peu quand même, hein. Je suis désolé de te le dire. C'est parti. Ouais. On va pouvoir commencer. Donc bonsoir à tous, bienvenue à notre superbe session I don't always write a reactive application, but when I do, I use it runs on Raspberry Pi. Donc normalement on est 3 speakers, sauf que Jonathan vient des États-Unis, donc il va arriver en hélico. Il devrait arriver en hélico, ça va se faire. Donc allons-y, plongeons dans ce magnifique monde des Raspberry Pi. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis triple ceinture noire en Scala, double ceinture noire en Java, et sinon je fais aussi des katas open source. Voilà. Donc moi je m'appelle Alexandre Deleg, donc moi je suis un peu un surfeur, je surfe sur les nouvelles technologies, sur Java, sur Scala, et je suis fan de bûches. Voilà. Donc tous les deux on travaille pour Serly, donc Serly c'est une société de conseil d'ingénierie du SI, donc on est basé à Poitiers à côté du Futuroscope. On est oui, à peu près 70 personnes, je ne suis pas tout à fait sûr du compte, et on fait beaucoup de Java, on fait du cloud, de la mobilité, des choses du web, des choses comme ça, etc. Et un truc qu'on a d'un peu particulier, c'est qu'on contribue pour un peu que nos ingénieurs restent en forme, on les fait contribuer à des projets open source plutôt sympas. Donc on a contribué pas mal de features non triviales sur des projets comme Glassfish, sur Célon, sur Google App Engine, sur Code Envy, des choses comme ça. Donc on travaille pas mal sur ce genre de choses et c'est plutôt sympa. Donc du coup tout ce qu'on va dire ce soir, ça n'engage que nous. Donc je ne sais pas si vous avez suivi les actualités aujourd'hui, mais donc il s'est passé quelque chose d'un petit peu grave. Donc on a capté un petit flash info, donc on va vous le montrer. Donc on laisse les images, elles parlent d'elles-mêmes. Hein, c'est plutôt horrible en fait. C'est horrible ce qui s'est passé. Hein, donc voilà, c'est les zombies attaquent le monde. On s'en doutait, hein, ça devait arriver. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le chaos partout. Donc alors, je crois qu'on a quelques images de Nantes à un moment, ça va arriver bientôt. Voilà, ça c'est Nantes en fait. Ouais, un petit peu, c'est plutôt moche. Donc voilà. Donc avec ce chaos, en fait, les gens vont devoir s'équiper en fait, pour pouvoir combattre donc cette invasion. Et du coup, nous, on avait prévu un petit peu le coup depuis un petit moment, c'est quelque chose qu'on avait anticipé. Voilà, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de documentaires qui sortent comme The Walking Dead ou des choses comme ça, c'est des choses très très sérieuses. Donc nous, on avait prévu le coup, mais apparemment personne n'avait vu ça venir. Donc nous, on a monté notre petite start-up et puis on va proposer un site de e-commerce pour vendre du coup de quoi s'équiper en prévision de cet événement qui est en train d'arriver justement. Donc on s'est pas du tout inspiré d'un site existant ni rien, l'idée nous est venue comme ça. Et donc voilà notre magnifique site. Et surtout ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que on s'est dit, au lieu d'utiliser des plateformes cloud qui pourraient tomber en cas d'attaque de zombies, nous on a prévu une infrastructure mobile, un cloud mobile qui est composé de 7 Raspberry Pi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Raspberry Pi, c'est ces petites plaques, le cluster est là, si vous voulez venir plus tard, après la présentation. Donc c'est un petit ordinateur, je ne sais pas combien ça fait en dimension. Globalement, il y a 512 mégas de RAM dessus, il y a un processeur de, je sais pas, 1 GHz, un truc comme ça. Très puissant. Voilà, donc il y a une petite Debian qui tourne dessus, il y a un port HDMI, il y a un port réseau, des ports USB, etc. Et ça, dessus, on met en fait une carte SD et on alimente ça avec de l'USB et ça roule tout seul. Donc notre cluster il est composé donc de 7 plaques, on a un routeur Wi-Fi parce qu'il n'y a plus de port Ethernet sur les Mac, et puis on a un hub entre les deux pour connecter tout ça. Donc on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le site, on ne cheat pas le truc. Donc, voilà l'application, donc il faut juste que tu... Alors il faut que je retrouve ma souris. Voilà. Donc du coup on peut ajouter des produits à la carte. Si ça veut bien. Ouais, ça a l'air de... ou pas. Je vais peut-être rafraîchir la page. Ouais, je pense. Yep.
Vas-y, rajoute. Voilà, donc il y a un peu de latence. Hein. On rajoute un deuxième. Etc. Donc, on a le panier en haut, donc on peut aller voir ce qu'on a dans notre panier, s'il a envie de se bouger. Voilà, donc on voit qu'on a commandé de belles mitraillettes Thompson d'époque, plutôt sympa. Donc voilà, c'est un site de e-commerce assez classique pour faire face aux hordes de zombies qui vont s'abattre sur nous dans quelques instants. Donc, et bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que ce site fonctionne? Donc, moi, si je devais fabriquer un site comme ça, je voudrais qu'il résiste clairement à des... Globalement, on va cibler la population mondiale, forcément. On veut vendre nos produits à la population mondiale. On a un super système de drones pour livrer des objets un peu partout dans le monde, donc ça va être absolument génial. Donc globalement, ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui vont survivre sur Terre puissent commander sur notre site. Donc il va falloir qu'on résiste à de très très fortes charges. ok. Donc sinon, peut-être résister aux pannes comme ce monsieur de Plus belle la vie. Hein. Donc, c'est pas facile de stocker comme ça. Donc oui, a priori, donc il va falloir résister aux pannes alors qu'elles soient logicielles ou autres, ça c'est notre problème. Mais surtout, on va être dans un monde où il va être difficile de se procurer du matos. On ne va pas pouvoir commander un Raspberry sur un site en ligne bien connu voilà, pour en récupérer. Donc il va falloir que notre truc il soit un petit peu... s'il y a une plaque, une raspe qui grille, il va falloir un petit peu que notre site Par puisse... exemple, si on part en courant avec notre cluster à la main... voilà, il faut quand même que ce soit un peu robuste. Donc ça, c'est dans le cahier des charges, j'aimerais bien qu'on mette ça en clair, c'est quelque chose d'assez important. Ce qu'il faudrait aussi, c'est absorber des hausses de trafic, hein, finalement, quand... On espère qu'on va devenir connu. Voilà, et puis quand les zombies vont attaquer une ville en particulier, forcément, hein, on pense avoir un peu plus d'achats que d'habitude, donc il va falloir savoir absorber des hausses de trafic soudaines de manière assez transparente pour l'utilisateur. Donc comment on fait ça? Ben, moi j'aimerais bien savoir en fait, toi je sais tu fais beaucoup de... Enfin tu codes beaucoup, tout un gars qui code des trucs. Comment tu fais ça toi? Je sais pas, moi on parle souvent de Java E, donc je pense partir là-dessus, quoi. Enfin, une stack classique avec du JPA, une base Oracle, peut-être un petit JSF. Ah yes, du JSF, ça c'est la classe. Le nom, je sais pas ce que c'est, mais ça pète. Donc allons-y, quoi. Bah oui, enfin de toute façon c'est du standard, donc il ne devrait pas y avoir de... Normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, bah super. Donc, par contre, il y a un truc qu'on m'a dit, c'est que souvent dans les applis standards, ben, c'est un peu monolithique, c'est-à-dire que en fait, dans la même appli, on a tendance à mettre toutes les fonctionnalités dans un seul WAR ou un EAR et puis à déployer tout ça sur le même serveur. Donc, je pense pas, mais on ne sait jamais, ça pourrait peut-être nous poser des problèmes. On peut tenter de faire les choses bien au pire. Alors, on va quand même essayer, quoi. Ok, bon, tant pis, on va faire avec. J'ai entendu parler d'autre chose, en fait, c'est donc la latence. Donc souvent, c'est lié aux accès à la base de données ou au file system, ce genre de choses. Et en fait, en attendant la réponse, ça met un peu de temps et du coup, il faut que l'appli puisse gérer cette chose-là, quoi. Donc j'espère que nous, a priori, ça ne devrait pas nous poser de problème, même si les Raspberry sont pas très puissantes, donc peut-être que les échanges qu'il pourrait y avoir entre chaque serveur, ça va mettre du temps, ou avec les passants. Ah oui. On n'espère pas, mais normalement ça devrait être bon. Ça peut être problématique parce que c'est quand même assez limité comme matos. Alors je sais pas, il y a des gens qui ont un peu joué avec des Raspberry là, dans la salle. Donc globalement, tous ceux qui ont essayé, c'est rapide. Pas vraiment. Hein. Donc voilà, c'est rien qu'en puissance brute, ça va pas très loin. Donc ouais, ça peut commencer à être un petit peu problématique vu le cahier des charges qu'on a. Bon, mettons on va mettre ça de côté puis on va voir. Donc j'ai entendu parler d'autre chose aussi, c'est que souvent le système classique c'était quelque chose de bloquant, donc le truc standard c'est une requête HTTP, c'est un subthread, et du coup ce thread là il est bloqué en attendant le retour d'un accès à la base ou au disque. Donc ça effectivement ça va un petit peu dans le sens où ça va peut-être nous embêter. Un peu plus, quoi. Les threads passent la moitié du temps à se tourner les pouces, quoi. Puis, surtout que là on a un seul processeur, on va pas aller trop loin, quoi. Et du coup si on prend de la charge, on va peut-être avoir quelques petits soucis, quoi. Voilà. Souvent ce qui se passe quand on fait ça, c'est que généralement on a parlé de scalabilité et dans les applis classiques, souvent c'est comme ça, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, on gonfle un peu les serveurs. Et nous, dans notre cas, on est un peu embêté parce que du coup, on n'a pas trop de ressources. Donc, Un bon gros c'est pas JBoss trop, et puis c'est parti. Hein. Mm. Ouais. Là, ça va être un peu chaud. Hein. Tout est soudé, là, on peut pas rajouter un processeur, ni de la RAM, ni de rien. Bah ouais, je sais pas trop comment on va faire. Donc là, tu es en train de me dire qu'on est un peu dans le. Je sais pas. On est un Je peu sais dans pas l'os, comment quoi. faire. D'accord. Et Je sais pas, t'as pas entendu parler d'un truc, toi? Bah, moi, tu sais, la technique, les trucs comme ça, c'est pas trop. Je sais pas, moi j'ai vu un truc de hippie là sur le net. Ah, vas-y, explique. C'est ça, c'est ça. Le Reactive Manifesto. Donc en fait, c'est des gens qui ont écrit un papier qui explique comment écrire des applis réactives. Je sais pas, comme ça avait l'air cool. Qu'est-ce qu'une appli réactive? Donc en regardant de plus près, bah, ça ressemble. Enfin, ils mettent en avant quatre préceptes. Donc une application réactive, elle doit être responsive, résiliente, message driven, élastique. Donc bon, on va zoomer un peu. Voyons ce que ça donne. Donc là, on s'excuse un peu parce que entre-temps, ils ont fait un update du Reactive Manifesto, donc ils ont reformulé 2-3 trucs, mais grosso modo, c'est les mêmes concepts. Hein. Donc déjà, l'application, elle doit réagir aux événements, donc elle doit être orientée message par nature. D'accord, ça me paraît. Pourquoi pas. Elle doit réagir à la charge, donc bah, ça tombe bien. C'est un petit peu ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on voulait, ouais. Elle doit réagir aux pannes. Ah ben ça tombe bien aussi. Là aussi, très bien. Ah, c'est incroyable. Et elle doit réagir aux utilisateurs, donc elle doit garantir des temps de réponse corrects, même sous charge. D'accord, donc éviter de faire comme certains sites lors de la déclaration d'impôt où Voilà, on attend 2 minutes qu'une charge page. Qu'une page ça. Donc bah, du coup, allons-y, hein, on va essayer de faire comme ça. Alors, on va les prendre un par un et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc le premier point, c'était donc réagir à la charge. Donc en fait, c'est la scalabilité. Donc en fait, là, quand ils ont reformulé en mettant élastique, c'était pour dire qu'il fallait que ce soit scalable pour augmenter, mais il fallait aussi que ça puisse diminuer dans l'autre sens pour pas avoir des serveurs qui servent à rien quand il n'y a pas de charge. Donc avant de présenter ce point-là, en fait, on va déjà vous montrer une vue d'ensemble de comment est faite l'application. Donc en fait, on l'a éclaté en 4 sous-applis. Donc il y a une appli front-end en fait, qui se charge de présenter les produits qu'on peut acheter, donc les armes et la compagnie. Donc ça c'est vraiment le store qu'on a vu, c'est la partie que vous avez vue tout à l'heure. Donc ensuite il y a une appli carte. Donc en fait cette appli c'est plutôt orienté service, donc c'est pour ajouter des éléments à son panier, valider son panier, pour commander des objets, produits, quoi. Donc il y a la partie identity, donc ça c'est en grosso modo notre SSO, donc c'est l'application qui sert à s'authentifier, à créer, à modifier son compte. À gérer les utilisateurs, voilà. Et puis derrière on a notre backend pour les administrateurs, qui donc eux ils veulent pouvoir suivre les commandes, ils veulent pouvoir ajouter de nouveaux produits, ajouter des produits et puis voir ce qu'ils ont gagné dans la journée, quoi. Voilà, ça c'est très important. Donc après derrière, au niveau des bases de données, on va détailler ça. Donc en fait on est parti sur des solutions NoSQL parce que en fait c'est bien d'avoir une application qui est scalable. Derrière, si on a une base qui elle n'est pas scalable, en fait ça fait un goulot d'étranglement, donc c'était bloquant. Donc faut penser sharding, application, des choses comme ça. C'est les bases classiques n'ont pas forcément ça en tête quand elles ont été créées. Du coup on s'est tourné vers d'autres bases qui ont été créées pour ce genre de but. Donc la première c'est Elasticsearch, donc en fait c'est un moteur de recherche. Il y a des gens qui connaissent Elasticsearch, qui ont déjà utilisé, etc. Ouais, pas mal. Donc, en fait ce moteur est réputé pour avoir une bonne scalabilité horizontale. Ouais. Donc à la base c'est pas forcément une base en tant que telle, c'est plus un moteur de recherche. On va pouvoir indexer des documents et appliquer des recherches dessus avec un... Donc c'est basé au-dessus de Lucene et c'est un truc vraiment très puissant et vraiment très sympa à utiliser. Donc ça gère des réplicas, donc ça permet en fait en gros de dupliquer les données de une à n fois, et quand un nœud tombe, en fait on n'a pas tout perdu, quoi. Il reste on a une copie quelque part, et donc en fait a priori voilà, le cluster va pouvoir grossir, diminuer, etc. Si on a fait à peu près bien les choses, on ne devrait pas avoir de perte de données ou des choses un peu embêtantes comme ça. Donc la deuxième base qu'on a utilisée c'est Cassandra. Donc là du coup c'est pas un moteur de recherche, c'est vraiment une base pour stocker des documents, quoi. C'est pas des documents, enfin, c'est des colonnes. Et donc Cassandra elle a à peu près les mêmes propriétés que Elasticsearch, c'est-à-dire qu'elle est très scalable et très résiliente, et voire même beaucoup plus que Elasticsearch. Cassandra c'est un peu vraiment la Rolls.
C'est une base qui a été inspirée de la base, enfin du papier de Google sur Bigtable. Et du coup, ils ont fait, c'est les gens de Facebook qui ont créé cette base. Ils se sont inspirés de ça, inspirés de Dynamo chez. Je crois que récemment on a entendu parler de. Donc c'est Apple qui avait un cluster de 75 000 nœuds Cassandra. Ouais, mais ils en ont beaucoup plus. En fait, ça, c'est juste un cluster parmi tous les clusters, mais ils ont des millions de nœuds. Enfin, c'est un truc de malade mental. Pareil, normalement, on ne devrait pas être limité ouais, avec ce genre de. C'est Netflix, il y a quelques. 2 ou 3 semaines, il y a eu un reboot de machine AWS sur le cloud Amazon à cause de la faille du shell dont tout le monde a entendu parler il y a peu. Et du coup, chez Netflix, ils ont 2700 serveurs Cassandra et ils en ont eu 280 qui sont tombés durant un week-end. Ils n'ont pas eu une seule coupure dans tout leur SI, ce qui est plutôt pas mal pour 282 qui tombent sans savoir quand ça va tomber, à quel moment, etc. Donc a priori, on est safe. Ouais, donc nous maintenant, ils font tout ça, on s'est dit bon allez hop, on y va, on va faire comme eux. On verra tout à l'heure que c'est peut-être pas si vrai que ça. Donc la deuxième chose qu'on a fait pour la partie scalabilité, c'est en fait d'avoir une architecture orientée microservice en fait. Donc ça c'est l'inverse d'une application qui est, d'une application qui est monolithique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de tout fourrer dans la même appli, l'idée c'est de la découper en plusieurs sous-applis qui vont tourner les unes à côté des autres. Surtout qu'on va pouvoir potentiellement dupliquer, etc. Voilà, et en fait, en fonction de la charge, on va pouvoir en gros scaler l'une ou l'autre appli pour pouvoir répondre à la sollicitation. Ouais, c'est ça. Donc a priori, une appli qui devrait être beaucoup sollicitée, c'est le front-end, donc c'est vraiment la partie magasin. Donc potentiellement, on va pouvoir vraiment rajouter plus d'instances de l'application, plus de serveurs, etc. pour que celle-là soit toujours up, alors que par exemple, le back-end, je pense pas qu'on devrait s'en servir moins en fait. Donc on peut celle-là la mettre sur des instances de machines plus réduites, etc. Donc, ensuite, une autre chose qui est importante, c'est chaque application est stateless, donc en fait, elle ne stocke aucune donnée dans sa mémoire liée à un utilisateur. Pas de cache, etc. Donc si une appli tombe, en fait, elle ne devrait pas mettre en péril le reste du cluster. Elle peut être remplacée facilement, chaque application peut être clonée. Alors, ça c'est le truc génial. Globalement, on a une requête, on met un load balancer en frontal de tous nos serveurs et a priori, quel que soit le serveur sur lequel la requête tombe, a priori ça devrait changer vu qu'on n'a pas un état lié au serveur en particulier. Donc ça c'est un grand classique de la stack Java EE. On a des frameworks très sympas qui font une utilisation un petit peu violente de la session HTTP et qui obligent à faire du sticky session, de réplication de session. Quand on dit pas de session, c'est pas de session au niveau du serveur, c'est-à-dire qu'en gros on ne va pas conserver d'informations de l'utilisateur en mémoire. Par contre, on va pouvoir utiliser les cookies ou ce genre de choses pour pouvoir, et notre base de données pour pouvoir quand même avoir un panier, un compte, etc. Il faut forcément un état pour l'utilisateur, mais on va éviter de le stocker dans la RAM du serveur. Donc notre front-end, en fait on veut que, donc ça c'est pas lié directement à la scalabilité, mais ça amène des propriétés intéressantes. Donc en fait déjà on va vouloir qu'ils soient indexés par les moteurs de recherche, par exemple comme Google. Donc il paraît que Google, eux, ils ont survécu à l'attaque de zombies, ils ont des voitures qui se conduisent toutes seules et qui butent les zombies toutes seules, donc c'est plutôt intéressant. Donc pour l'instant Google est bon, donc on peut se faire... on peut compter sur eux pour référencer nos produits et que les gens trouvent notre site. Donc en fait pour qu'un site soit bien référencé, il faut que le moteur d'indexation puisse récupérer les infos dans le output HTML. Donc en fait là on n'a pas fait de site type justement AngularJS ou ce genre de choses, où en fait le rendu du site est construit par le navigateur. En fait là tout est fait côté serveur, et en fait on va quand même utiliser du JavaScript, mais ce JavaScript c'est pour les données donc en fait qui vont concerner uniquement l'internaute, c'est-à-dire son panier, sa session, ce genre de choses, et donc ça va être chargé dynamiquement. Tout le reste, c'est du pur HTML. On génère vraiment du HTML brut pour chaque page, et chaque produit est vraiment référencé par une URL particulière. Donc on va pouvoir avoir du détail par URL, etc. On va vraiment avoir quelque chose de bien propre à ce niveau. Donc avant de vouloir scaler, en fait, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est déjà de limiter la charge. Donc en fait, on sait que sur un site web, il y a 99% des ressources
en fait, qui ne sont jamais modifiés, enfin qui changent très peu. Donc en fait, ça sert à rien que notre serveur les renvoie au navigateur tout le temps, quoi. Donc là, l'idée, on va pouvoir donc utiliser en fait du cache. Donc en fait, là, quand on parle de cache, ça peut être aussi bien du cache navigateur. Donc là, c'est le navigateur fait la requête une première fois, puis il va garder dans un espace sur votre disque les ressources un certain temps. Ça peut être un JavaScript, image, voilà, JavaScript, image, ce qu'on veut, quoi. Ça peut être aussi un CDN, donc ça en général, l'idée c'est de souscrire un abonnement à une société qui fait ça, et en fait ils ont des serveurs localisés un peu partout proches de chez vous, et en fait ils vont garder en cache les ressources, et c'est eux qui vont vous les donner à la place du serveur original. Et ensuite on peut utiliser n'importe quoi, le cache sur du Nginx ou du HTTPD, potentiellement du Varnish, ce genre de solution là, quoi. Donc là l'idée c'est de limiter un maximum les requêtes qui vont arriver à l'appli. Donc l'appli serve uniquement les choses intéressantes. Voilà, donc on fait vraiment les feignants. Le but c'est de servir le moins de requêtes possible pour que ce soit plus facile de servir les requêtes qui sont importantes. Donc la deuxième optimisation, c'est qu'en fait on a dit qu'on utilisait Elasticsearch sur la partie front. Donc en fait on ne va pas servir d'Elasticsearch vraiment comme une base de données, mais plutôt comme une sorte de cache dans lequel on va pouvoir faire de la recherche full text. Donc comment ça fonctionne? En fait, ça c'est la tronche d'un document qu'on va indexer dans le moteur de recherche. Donc en fait, il y a des données qui vont servir à la recherche, donc pour pouvoir requêter les produits, vraiment pour la partie recherche full text dans le site. Et en fait, on va aussi pré-générer donc les différents rendus HTML qui vont être affichés. Et en fait, comment ça va se passer? Quand un internaute va demander une page, et ben en fait, on n'a plus qu'à aller requêter le moteur de recherche, récupérer le HTML. Donc dans le cas de la homepage, en fait, il va falloir concaténer les fragments quand même avant de les rendre. Mais dans une page détail d'article, en fait, on peut carrément pré-générer la page en entier, et le serveur fait juste lire la donnée dans la base et la renvoyer à l'internaute. Donc là, l'idée, en fait, c'est d'économiser un petit peu de CPU, parce qu'en fait, les RAS ne sont pas très puissantes, donc on essaye de faire au mieux, quoi. Voilà. Donc là, ce petit schéma, il montre comment ça se passe lors d'un update de produit. Donc là, en fait, notre petit administrateur qui a plein de sous, là, il se dit, tiens, je vais augmenter le prix du produit pour gagner encore plus. Donc en fait, il va mettre à jour le produit, donc ça va être mis à jour dans le backend, ça va être stocké dans la base Cassandra. Et en fait, le message va être propagé dans le front-end, on va pré-générer le fragment, et on va même pouvoir le mettre à jour en live en utilisant de l'event source. Donc en fait, l'idée c'est de conserver une connexion ouverte du navigateur vers le serveur, et en fait par cette connexion on va faire du push serveur vers le navigateur. Donc là, globalement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une fois que l'événement est parti du back-end vers le front-end, etc., tout est vraiment localisé au niveau du front-end, le back-end peut couper, etc. On a vraiment, on a vraiment le rendu HTML, il n'y a plus qu'à faire du get, on concatène et c'est fini, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a une autre chose qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, au niveau du front-end, il y a plein de données sur le produit dont on n'a pas besoin, je sais pas, le conditionnement, le poids, ce genre de choses. Et en fait, ces données-là, en fait, on n'a pas besoin de les mettre dans la base, dans Elasticsearch, en fait, ça ne servira à rien. Donc en fait, ça va être, finalement, on va avoir deux vues différentes du produit, quoi. Donc on va vraiment garder que les informations qui nous sont utiles pour le front-end. Donc on va vraiment découpler les différentes données qui sont intéressantes suivant les domaines applicatifs. Ça, c'est une propriété assez intéressante qu'on va revoir un petit peu plus tard. Donc maintenant on va passer au deuxième point donc, du Reactive Manifesto, c'est le côté résilient. Donc l'idée c'est de réagir, faire en sorte qu'une panne n'impacte pas forcément toute notre application. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir qu'il y ait un single point of failure. C'est-à-dire que s'il y a une appli qui tombe, a priori elle ne devrait pas être essentielle au bon fonctionnement de l'application. Alors forcément si toutes les applis tombent, enfin, on va pas... Mais l'idée c'est on va multiplier les instances des applications pour que ce cas-là n'arrive d'un point de vue probabilité jamais. C'est plus ou moins l'idée. Donc la façon dont on a fait les choses sur notre superbe cluster, c'est comme ça. Donc on a nos 7 Raspberry, donc c'est les 7 petits carrés là. Donc alors c'est là que vous allez pouvoir dire, mais en fait là on n'est pas super résilient parce qu'on a des single point of failure. Alors oui, pourquoi on a ça? C'est parce qu'en fait on n'a que 8 prises Ethernet sur notre switch, donc on ne peut pas ajouter de Raspberry en plus. Donc forcément on a dû faire des choix, étant donné qu'on n'a que 512 de RAM par machine, on ne peut pas tout multiplier comme on veut.
Donc globalement, on a un seul nœud Elasticsearch sur une Raspberry, on a un seul nœud Cassandra sur une Raspberry. Il faut savoir que ce genre de système, pour être un peu safe, il en faut au moins 3, histoire que ça marche bien. Alors Cassandra, il en faudra peut-être même 5. Voilà, histoire de dire. Bon, après, bon, on ne peut pas vraiment faire autrement étant donné la situation, mais si on avait plus de Raspberry, on aurait bien évidemment rajouté d'autres nœuds. Et un autre point de failure qu'on a dans notre application, c'est le Nginx, donc c'est un frontal HTTP, donc qui est sur la RASP 1. Donc lui également, c'est lui qui nous sert de load balancer en fait, et si lui tombe, tout le site tombe. Donc là aussi, si on était dans une infrastructure un peu mieux foutue, on aurait des... Type Cloud Google. Exactement, donc on aurait des Elastic Load Balancer, des choses comme ça, des choses qui sont faites pour ça et qui permettent de bien réagir aux pannes. Donc ensuite, sur toutes les Raspberry, on a plusieurs instances de nos applications. Donc en fait, si vous regardez bien, on a au moins 2 instances de chaque application qui sont distribuées sur tout le cluster. On a même l'application qui gère le SSO et la gestion utilisateur, donc qui est très sollicitée, qui elle a 3 instances. Donc globalement, si on fait le compte, ça veut dire qu'on peut perdre une machine, n'importe quoi, on peut perdre une machine et l'application va toujours tourner comme il faut, et puis on peut même perdre 2 machines et l'application elle devrait toujours tourner. En théorie, ça devrait le faire. Super. Donc alors je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la présentation, là on a un petit écran de Traviol là-bas, bizarre. Donc en fait c'est le monitoring de notre cluster qui est en train d'effectuer. Donc là sur mon ordi j'ai Gatling. Alors Gatling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stress tool, c'est un outil qui permet de dérouler des scénarios HTTP avec des milliers, des centaines, des millions d'utilisateurs, pourquoi pas. Donc qui est en train de taper sur notre application. Donc là l'idée c'est que c'est un scénario de navigation classique, c'est des utilisateurs qui se baladent sur le site, qui vont voir 2-3 produits, qui mettent des choses dans leur panier et qui achètent. Donc là on a 50 utilisateurs qui sont en train de faire leur scénario. Alors c'est pas un scénario bourrin, c'est tranquille, c'est on clique, on regarde, etc. Donc on a l'état de chaque application. Donc si c'est vert c'est bon, si c'est rouge c'est moins bon. Et on a à peu près le nombre de requêtes moyennes qui tapent par seconde, c'est grosso modo on va dire. Et l'idée ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si notre truc, si on peut le faire crasher. Donc on va avoir besoin en fait d'un volontaire. Donc est-ce que quelqu'un est volontaire pour venir nous aider? Bon, on va prendre ce monsieur. Il faut tout débrancher, c'est ça? C'est ça, on va tout débrancher. Donc tu t'appelles? Sébastien. D'accord, bonjour Sébastien. Donc tu peux être sur le site s'il te plaît? Ah oui. Donc on va vérifier que le site fonctionne bien, qu'on vous chip là. Donc a priori le site fonctionne. Donc, ouais. Ok. Donc le site il est toujours up, on peut se balader, etc. Donc c'est cool, a priori tout fonctionne bien. Donc là on a le scénario qui tourne, etc. Donc Sébastien, vas-y, tu nous débranches un petit câble. Non! Oh putain, c'est foutu. Donc là, normalement, voilà. Donc on a deux applications qui sont tombées. Donc vas-y, fais-nous rêver. Bon, a priori ça a l'air de marcher. Là on a le panier qui devrait arriver, c'est juste qu'il est peut-être un peu là. Non, il est arrivé, c'est bon. C'est juste que il a un petit peu de charge dans la tronche. Ok. Bon, bah écoute Sébastien, tu peux nous recommencer la même si tu as envie. Je débranche le Ouais. Unix, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est celui-là qu'il faut débrancher après. Donc on en débranche un deuxième. Donc là, si on remarque, on a une application d'identité, un front-end, un back-end et un carte qui sont tombés. Donc ça veut dire qu'on a une infrastructure entière qui est tombée. Et a priori, notre site fonctionne toujours, ce qui est plutôt cool. Hein. Donc ça veut dire que globalement, notre... le panier, tu vois. Le panier, hop, ouais, c'est là. Donc voilà, donc on a quand même 50 utilisateurs qui sont en train de faire leur petit shopping en même temps, et on a une infrastructure qui est tombée, et a priori, on n'a pas trop remarqué ce qui s'est passé. Donc ben, merci beaucoup, je vais le faire, pas de problème. Merci Sébastien. Très beau boulot, là on sent l'ingénieur en puissance, on peut l'applaudir hein, s'il vous plaît. Je vais rebrancher la petite machine. Hop. Ça revient, c'est bon. Yes. On a deux petits...
Les deux qui font de la résistance. Allez les gars. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le 1 il a des petits ratés, mais il a l'air de fonctionner. Donc, ok. Donc on est re-up. Voilà, c'est bon. On aurait pas pu en avoir trois au moins, juste pour voir que ça crachait. Ouais, non, mais après on voudrait continuer la présentation, donc on va pas jouer trop, on va pas trop tenter le diable. On pourra le faire après si tu veux, pour voir si tout s'effondre. Mais ça s'effondrera, ça je l'assure. Ok, Donc, troisième partie. Le troisième partie du Reactive Manifesto, donc être event driven, donc en fait réagir aux événements. Donc c'est de la programmation, on va dire, par message, on va dire. Donc a priori, quand on fait du Java E, bah, la programmation par message, il y a quoi qui fait ça? Il n'y a pas grand chose. Donc du coup, nous on a vu un petit framework qui faisait ça et qui avait l'air bien. Ah si, il y a JMS. Ah, c'est top JMS. Et du coup, nous on a choisi autre chose, en fait, on a choisi AK. Ah non, merde, c'est pas ça. Si, c'est AK. Ah oui, d'accord. Ah non. Donc AK, en fait, AK, bah, c'est une montagne finlandaise, mais c'est aussi un magnifique framework de programmation par acteur, donc c'est un paradigme en fait. Donc un acteur, bah, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une entité stateful, donc en fait c'est une entité qui peut conserver un état. En fait, chaque acteur va pouvoir communiquer entre eux par envoi de messages. Un acteur, il peut, alors ça, faut pas le prendre au premier degré, il peut détruire des enfants. Il peut également surveiller d'autres acteurs. Et en fait, du coup, ce modèle-là, il permet de résoudre les problèmes de concurrence. Parce que, en fait, en gros, l'état qui est encapsulé dans l'acteur, on ne peut pas y accéder d'un acteur à l'autre. Pour accéder à l'état, il va falloir envoyer un message avec cet état à l'intérieur. Donc, du coup, comme un acteur, il va traiter les messages qui sont dans sa boîte aux lettres qu'un par un, mais on a réglé le problème de concurrence et on va pouvoir faire les choses assez élégamment vu que les acteurs peuvent se parler entre eux à distance, etc. Voilà. On va faire des choses plutôt sympas. Et en fait, AK aussi garantit l'ordre d'arrivée des messages. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Donc c'est un framework qui est normalement résistant de panne. Voilà. Et qui tourne en Java ou en Scala s'il y a des gens... Tiens, juste un petit sondage, il y a des gens, qui c'est qui fait du Java là, un peu au jour le jour, ok. Et il y a des gens qui font du Scala? Yes. Ça, c'est les étudiants au fond, c'est ça? Non, même pas. Je sais qu'à l'école des mines, dans le coin, ils en font du Scala. Donc à quoi ça ressemble? Donc un acteur, on a dit, il peut créer d'autres acteurs. Donc potentiellement, on peut avoir une grille d'acteurs comme ça. Ces acteurs, ils peuvent s'envoyer des messages les uns les autres. Et en fait, ils peuvent aussi s'envoyer des messages sur deux serveurs différents. Donc en fait, les messages passent à travers le réseau. Donc ça, c'est bien, ça permet de communiquer. Et c'est complètement transparent en fait pour vous, dans votre modèle de programmation, vous allez toujours faire la même chose. Et c'est juste de la configuration qui va dire, en fait, cet acteur-là, il n'est pas dans ta JVM, il est à 10 000 km plus loin, dans un data center Google, etc. Donc c'est plutôt intéressant comme propriété. Donc la deuxième chose aussi, c'est que en fait, si un acteur est détruit, en fait, on peut le recréer et en fait continuer à lui envoyer des messages. Et en fait, du point de vue de l'appelant, en fait, en théorie, on n'est pas censé le voir, quoi. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est de laisser les choses se cracher et en fait, on réinstancie l'acteur. Donc ça, c'est un vrai pattern dans AK, c'est vraiment la surveillance. Et c'est comme ça qu'on va faire une application résiliente, c'est qu'en regardant qui est-ce qui se crache en les relançant, on va pouvoir faire un truc qui arrive à s'auto-guérir tout seul dans notre processus, ce qui est plutôt pas mal. Donc ouais, dans la présentation, il n'y avait pas beaucoup de code, donc on en a mis quand même un petit peu. C'est du Scala, parce qu'il ne faut pas déconner. Hein. Tout ça, c'est codé en Scala, hein, bien évidemment. Donc là, en fait, ce bout de code, c'est pris sur le site de AK, c'est juste le petit bout de code exemple pour montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, donc une caisse classe, grosso modo, c'est un beans, enfin c'est un Pojo, quoi. Et en fait, ce bin, il a une propriété ou de type string. Et donc là, en fait, dans ce bout de code, on a notre greeting actor qui étant donc une classe de AK qui c'est actor. Et en fait, on va devoir implémenter une méthode receive qui va permettre de définir comment on va traiter l'arrivée de message. Dès qu'il y a un message qui arrive, c'est cette méthode qui est appelée, et là, on va pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc là, en gros, ce que ça dit, c'est dans le cas d'un message greeting avec un attribut ou, mais en fait, on va le loguer. Donc bon, ça fait pas grand-chose. Et en fait, comment on fait pour lui envoyer un message à cet acteur? Eh bien, en fait, on instancie un acteur système. Donc, en gros, l'acteur système, c'est
un gros objet, c'est la tambouille d'AK. Ouais, toute la tuyauterie d'AK pour Donc gérer ça, ces généralement, vecteurs. on en instancie qu'un par appli, quoi. Et puis après, à partir de ce système-là, en fait, on va pouvoir demander une référence à l'acteur et lui envoyer un message. Donc là, le greeter qui est sur cette ligne-là, c'est pas du tout une instance de l'acteur, c'est une référence vers l'acteur. Parce que votre instance, elle peut être quelque part ailleurs sur le réseau ou autre. Donc, grosso Donc modo, c'est la référence à sa boîte mail. Ça, c'est juste une boîte aux lettres dans laquelle on va pouvoir envoyer des messages. Et donc le greeter avec le point d'exclamation greeting Charlie Parker, c'est pour envoyer un message. Et en fait, derrière, ben, en gros, ça va écrire Hello Charlie Parker dans les logs. Alors vous inquiétez pas, si vous avez envie de tester AK, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des méthodes bizarres avec des points d'exclamation. Vous avez des vraies méthodes genre tell ou ask qui sont plus parlantes. Et ça peut être fait en Java aussi. Et ça peut être fait en Java aussi, si Java ou même d'autres trucs qui tournent sur la GVM. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, c'est bien, on est capable d'envoyer des messages, même entre les nœuds de notre cluster. Par contre, si on a une appli qui tourne en Java EE, qui est potentiellement bloquante, bah, grosso modo ça va pas trop nous aider parce qu'en fait entre chaque envoi de message il va falloir attendre les réponses pour pouvoir continuer à faire quelque chose, donc là on est un petit peu bloqué, quoi. Et donc pour ça en fait on a utilisé un framework qu'on aime beaucoup, qui nous tient vraiment à cœur, et ce framework c'est Struts 2. Non, peut-être pas, non. Play 2. Play 2, excusez-moi. Donc, Play Framework. Donc, Play Framework, du coup, c'est un framework web. On peut programmer en Java et Scala. Il s'intègre très bien avec AK, puisque de toute façon, il est construit sur AK. Donc, les deux cohabitent parfaitement. En plus de ça, il permet d'utiliser facilement les WebSockets et de faire du server-side event, donc du event source. Et puis, en plus, il est asynchrone par nature. Donc là, ça va être intéressant, parce qu'en fait, entre les envois de messages, en fait, le serveur ne va pas être bloqué, il va pouvoir continuer à faire autre chose. Et c'est uniquement quand on aura reçu le résultat du message qu'on va pouvoir le traiter et potentiellement renvoyer une réponse à l'internaute. Donc typiquement, si on a le thread pool HTTP, il va pouvoir faire genre, je sais pas, 5-6 threads, quelque chose comme ça. Et dès qu'on a un appel qui est fait vers la base de données ou autre, le thread HTTP il est relâché, il va pouvoir traiter d'autres requêtes. Et quand la base de données aura répondu, dans ce cas-là, on va tout écrire dans la socket, mais on ne va pas monopoliser un thread du pool HTTP pour attendre. Donc là en fait ce que vient de dire Mathieu, c'est illustré par ce petit bout de code. Donc là en fait il y a deux parties là-dedans. Il y a un acteur comme on a montré juste avant, et il y a un contrôleur. Donc en fait le contrôleur, grosso modo c'est lui qui va récupérer qui va prendre en charge les requêtes HTTP et qui va charger de renvoyer le output HTML. Du HTTP code. Donc là, dans notre acteur, lui, il est capable de recevoir des messages de type liste product. Donc en gros, l'idée, c'est quand il va recevoir ce message, il va lister les produits qui sont dans la base et puis il va renvoyer le résultat. Donc là, en fait, notre modèle.product.list, on va dire ça c'est un service, mais ce service, au lieu de renvoyer le résultat tout de suite, en fait, il va renvoyer une future. Donc un résultat qui arrivera plus tard. Et donc, il ne va pas bloquer le thread courant. Voilà, donc là, l'idée, c'est de ne pas attendre que le résultat arrive. On va laisser le traitement se faire, et en fait quand ce résultat va arriver, en fait le pipe to sender, ça veut dire qu'on va le renvoyer à l'émetteur de la requête. Donc en fait celui qui a envoyé le list product query, il va récupérer le résultat de la future une fois qu'il aura été récupéré. Il n'y a pas eu de blocage entre les deux, il n'y a aucun thread qui a été bloqué, tout s'est fait de manière asynchrone et non bloquante. Voilà. Donc dans notre contrôleur, en fait, là on a le petit bout de code qui permet d'interroger notre acteur. Donc le point d'interrogation c'est un ask, donc ça permet de demander quelque chose, et donc ça aussi derrière c'est une future. Et en fait quand cette future va être, le résultat de cette future va être disponible, en fait on dit juste que c'est un type liste de produits. Et en fait là la méthode index, donc grosso modo on va dire que c'est la méthode qui affiche la homepage de notre site. En fait c'est une action qui est asynchrone, et donc là pareil le output HTML en fait il va arriver dans le futur. Et en fait, là, ce qu'on dit, c'est que quand les produits seront disponibles, on va générer une vue à partir de ces produits, et c'est cette vue qui va être envoyée à un navigateur. Donc en fait, tout ça, c'est fait de manière asynchrone. Et en fait, du coup, ça permet de bien gérer les problématiques de latence. En fait, on va gérer très très finement nos thread pools, et on va pouvoir assigner plus de threads pour quelque chose où on sait qu'il va y avoir beaucoup de tâches bloquantes, etc. Et moins de threads dans d'autres trucs où on va être plus non bloquant, etc. Donc ça, c'est un des gros avantages de Play là-dessus, c'est à gérer très finement les ressources qu'on a à offrir à notre application. Et donc là, du coup, on devrait utiliser le CPU
Voilà, Un notre peu unique plus. CPU pas très costaud, on va bien l'utiliser. Donc on a dit que notre application elle était orientée message, donc en fait on a joué le jeu à fond. Donc là en fait c'est pour illustrer les types de messages que les applications vont pouvoir s'envoyer. Donc en fait les petites flèches grises c'est les messages de type AK, donc là c'est des applications qui communiquent les unes avec les autres par envoi de messages AK. Ensuite, les interactions entre le navigateur et les applications, on a utilisé, c'est soit la requête HTTP classique, soit du server-set event, donc c'est ce qui est en violet. Donc là, on conserve une connexion ouverte et ça permet au serveur de pousser via cette connexion des données au navigateur et donc avoir des choses qui sont affichées en temps réel. Et en vert, on a des WebSockets, donc là, ça permet de faire des appels des envois et des réponses dans les deux sens en fait. Donc le navigateur peut requêter le serveur et le serveur peut renvoyer au navigateur. Donc en fait, si on prend les messages AK et les WebSockets, en fait on peut faire des requêtes-réponses entre tous les composants de l'application. Donc là, globalement, si on regarde un petit peu le flow, quand quelqu'un va ajouter son produit dans son panier, en fait, on va aller dispatcher ça vers toutes nos applications. On va carrément faire remonter les messages depuis le fin fond de l'application jusqu'au navigateur. Donc tout ça en style message passing. Donc là, on peut dire qu'on est Event clairement orienté événement. Donc le problème avec tout ça, c'est qu'on a des applications qui doivent se parler entre elles. Et ça, c'est quand on sait que chaque application peut être dupliquée n fois dans notre cluster. Là, ça peut commencer à devenir problématique. C'est un grand classique de l'informatique distribuée. Et donc pour ça, on a utilisé un module de AK qui s'appelle AK Cluster. Donc c'est une librairie au-dessus de AK qui permet de former des clusters de systèmes d'acteurs. Donc ça ne fournit pas grand-chose, ça fournit juste un simple service d'adhésion. C'est est-ce que je suis dans le cluster, est-ce que j'y suis pas, et qui est dans le cluster. C'est tout ce que ça fournit pas de trucs bizarres pour faire de la réplication, des machins, etc. C'est juste est-ce que je suis dans le cluster ou non. C'est un système qui est plutôt bien fait. Sur leur site, ils vont même jusqu'à dire que c'est prouvé mathématiquement, etc. Donc moi je veux bien les croire, après je suis pas forcément assez... voilà. C'est quelque chose qui est tolérant aux pannes, qui n'a pas de single point of failure, ni de single point of blocking, donc ça c'est plutôt pas mal. Qui a un système assez sophistiqué de détection des pannes, qui nous a d'ailleurs posé pas mal de problèmes, et qui est décentralisé par nature. Donc ça veut dire qu'on ne se réfère pas à un serveur central, etc. On va faire du peer-to-peer entre tous les membres du cluster, et on va adopter un protocole de type Gossip, donc tel qu'utilisé dans Riak, par exemple, c'est une database de clé valeur. Donc là, globalement, c'est c'est les états. Le schéma, ouais, les états que peut prendre un membre du cluster. Donc on a quelque chose qui, a priori, est... Donc en fait, quand une nouvelle application arrive dans le cluster, en fait, elle va d'abord commencer par joindre le cluster. Et en fait, elle va passer au statut up. Donc là, elle va devenir disponible. Ensuite, il y a un état unreachable, donc c'est s'il y a une coupure réseau, donc par exemple typiquement quand le câble réseau a été débranché de son serveur, c'est l'état qui s'est produit. Donc ça c'est pas vraiment un état, c'est plutôt des messages auxquels on va pouvoir s'abonner pour pouvoir gérer ce type de panne. En fait. Pour dire on va plus envoyer de message à cette application, et quand on a un événement qui dit c'est bon, elle est de nouveau là, donc ça c'est vraiment la détection des erreurs. Et c'est quelque chose de très important dans les environnements de type cloud, parce que c'est des choses qui arrivent souvent, je peux plus communiquer avec machin parce que je sais pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment, et du coup c'est plutôt bien d'avoir ce genre de support directement dans le framework. Donc ensuite un nœud il peut être passé à down, donc en fait là il sera plus du tout disponible. Donc en fait là il est sorti carrément du cluster. Et donc là en fait avec de la configuration, en gros soit on peut dire à AK de le faire automatiquement, c'est-à-dire en fait passer un certain temps où il est unreachable, on passe à down. Mais par contre, une fois qu'il est down, il ne reviendra pas automatiquement dans le cluster. C'est une action manuelle à faire. Donc tout ça assure quelque chose d'assez safe, donc au niveau de les machines qui se voient entre elles. Et au-dessus de ça, en fait, il a fallu qu'on code toute une sorte de couche d'accès à nos services. Donc chaque application va exposer des services pour ajouter un produit au panier, pour rajouter un produit dans la base de données produits, etc. Savoir si l'utilisateur est authentifié. Voilà, qui est l'utilisateur, etc. Donc voilà, on a codé tout un tas de services comme ça. Et du coup, on a au-dessus de AK Cluster, on a codé une petite librairie qui va permettre en fait d'exposer, des services. Alors c'est juste des descripteurs de services. Chaque application dit
Moi, j'ai un service qui permet de savoir qui est l'utilisateur courant. Moi, j'ai un service qui permet d'ajouter tel truc à telle base de données, etc. Et ces services-là vont ensuite pouvoir être consommés par des clients. Donc les clients, ils vont pouvoir être... Alors nos services, ils peuvent être de toute nature, et puis ça peut être des services en HTTP, donc des services REST, ça peut être des services, des messages ACA, ça peut être des services Swift, ça peut être l'accès à un memcache, des choses comme ça. Et on va avoir des clients qui vont en fait rechercher parmi les descripteurs de fichiers ce qu'ils veulent consommer et qui vont pouvoir consommer les services en question. L'intérêt de cette petite librairie, alors c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup inspiré de Finagle. Alors je ne sais pas si il y a des gens qui connaissent Finagle. C'est une librairie en fait qui est utilisée en prod chez Twitter. C'est comme ça qu'ils font leur recherche de services. C'est une librairie qui permet d'exposer des services RPC et de les consommer. Donc l'intérêt de ce genre de librairie, c'est que le client en fait, il va être capable de faire du monitoring sur les appels qu'il fait. Alors ça, le monitoring quand on fait du microservice, c'est le truc qui tue parce que si on n'a aucune vision de comment les services s'enchaînent, etc., on est mort, on ne voit plus du tout ce qui se passe. Le client va faire automatiquement du load balancing, donc si on a plusieurs instances de services dans le cluster, le client, lui, on va juste appeler fais ceci, et lui, il va distribuer la charge sur les différentes instances qu'on a dans le cluster. Et en plus, on va avoir des choses sympas comme du retry, donc c'est-à-dire quand on fait un appel sur un serveur, et puis que le serveur soit met trop longtemps à nous répondre, ou soit il se vautre, on va pouvoir retenter vers un autre serveur, et potentiellement faire du back-off exponentiel, donc c'est-à-dire que s'il y a un serveur qui est un peu ras à la gueule, on ne va pas recommencer tout de suite, on va attendre un petit peu, on va recommencer, et puis si ça ne répond toujours pas, on va attendre un petit peu plus longtemps, on va recommencer, etc. Par exemple, tout à l'heure, quand on a débranché le câble, en fait, sur le premier accès, c'était un peu long, parce qu'en fait, le nœud n'était pas encore sorti du cluster, donc il n'était pas disponible. Donc là, sûrement, ce qui s'est passé, il y a eu un timeout, et en fait, il y a eu un retry qui a été fait sur le nœud suivant pour essayer de faire la même requête, quoi. Donc ça, c'est un très grand classique. Il y a une autre librairie qui est très intéressante si vous faites du microservice, et qui permet de gérer le côté plus orchestration des appels. C'est Istrix, c'est une librairie de chez Netflix, donc qui permet de décomposer vos services en commandes et qui va gérer le côté... c'est un circuit breaker en fait. Donc c'est globalement, si on a trop de requêtes qui fail sur un service en question, on va couper directement au lieu d'envoyer les requêtes pour qu'elles fail de toute façon et donc engager le serveur. Il y a pas mal de choses, il y a du monitoring en plus, il y a des choses assez intelligentes, du cache automatique, etc. Donc là, on s'est vraiment inspiré de ces deux trucs, on n'a pas pu les utiliser directement puisque Finagle, c'est tout un système, c'est le serveur, etc. Donc ça collait pas avec notre architecture. Et Istrix, c'était pas en Scala, et on l'a pas forcément découvert. Donc on a codé notre truc par-dessus. C'est dispo sur mon GitHub si ça vous intéresse. Et donc c'est comme ça qu'on gère l'appel de service dans notre cluster de manière assez simple pour nous, mais derrière avec toutes les ramifications que ça implique. Donc globalement, si on regarde un petit peu comment ça marche, en fait ce qu'on a à faire, c'est qu'on a juste à écrire un client spécifique, donc un client genre ajoute un produit au panier, machin derrière, qui lui va se hooker dans notre API pour récupérer un client HTTP ou un client AK pour envoyer des messages où il faut. On va passer par la couche de monitoring, le load balancer, etc. Et on va pouvoir distribuer nos appels sur les différents services au fur et à mesure. Donc ça c'est plutôt sympa à utiliser. Une fois que c'est fait, c'est très sympa à utiliser. Donc en fait, une autre feature qu'on a implémentée, c'est CQRS Event Sourcing. Donc en fait, quand on a une API orientée message, ce type de stockage en base de données, c'est plutôt adapté. Donc en fait, là, l'idée, c'est donc CQRS, c'est de séparer la partie enregistrement de la partie lecture. Donc en fait, un enregistrement, ça va être une commande. Donc on va stocker ça dans un modèle de données dédié, optimisé pour les enregistrements. L'écriture, et en fait, on va pouvoir publier cet événement à une appli qui est dédiée à la lecture et en fait qui va avoir son propre modèle de stockage de données optimisé pour la lecture, et donc on va avoir deux modèles distincts. Et en plus de ça, on a fait de l'event sourcing, c'est-à-dire qu'en fait la partie commande, enfin la partie stockage des enregistrements, en fait c'est directement les événements qui sont enregistrés et non pas un modèle figé, quoi. Donc là, globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une sorte de... Vous pouvez voir ça comme un log. Donc on va loguer tout ce qui s'est passé sur notre application. Donc ça, c'est les événements. Donc j'ai ajouté ceci dans mon panier, j'ai commandé, etc. Ce genre d'événements. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir potentiellement rejouer nos événements pour recalculer des données en lecture. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un événement est joué, on va pouvoir dire dans une table, ben là, il y a eu +1 sur le stock, -1 sur le stock, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc avec un petit schéma, donc là en fait on a notre commande, donc c'est par exemple ajoute tel produit au panier.
En fait, de cette commande, on va en décliner des événements. Donc potentiellement, la déclinaison des événements elle peut être précédée de validation de règles de gestion, de récupération de données autre part, etc. Enfin bref, donc derrière, on va découper des événements. C'est ces événements qui vont être stockés dans un journal. Puis ensuite, ils vont être publiés à une ou n vues. Et en fait, chaque vue va avoir son propre modèle de persistance, on va dire. Donc il y en a qui peuvent stocker ça en mémoire, d'autres qui peuvent stocker ça en base. Donc la vue, c'est vraiment Projection, l'exploitation en lecture de vos données. C'est par rapport aux événements, ça va dériver un modèle de données. On va agréger des données pour... ça peut être, on peut avoir une vue, ça peut être par exemple, dans l'application, il y avait dans le panier le nombre d'items qu'on a dans le panier. Bah, il y a une vue qui pourrait se charger de ça, c'est la vue panier. Et globalement, à chaque fois qu'il y a un événement qui dit ajoute dans le panier, on va juste aller faire un +1 dans un bout de mémoire ou dans une table, n'importe où, ça peut être ce que vous voulez. Et du coup, toute notre application, elle est conçue comme ça. On a vraiment l'écriture d'un côté dans le journal et la lecture dans différentes vues à côté. Donc ça, c'est très intéressant parce que, comme je vous disais, en fait, avec ça, on va être maître du temps. C'est-à-dire que si un jour, vous avez de nouvelles données à calculer sur votre métier, donc typiquement, on voudrait faire un peu de BI et on voudrait savoir quel est le prix des produits qui ont été enlevés avant la commande de tout ce qu'il y a dans notre panier. Par exemple, si on veut, les utilisateurs n'ont peut-être pas envie de dépenser trop, etc. Donc on va pouvoir potentiellement en tirer des stats, etc. Donc ça, vu qu'on stocke les événements, a priori on le sait. On sait qu'il y a eu d'abord un enlève du panier avant de faire une commande. Donc l'idée c'est juste de dire, je vais écrire une nouvelle vue qui sait gérer ce genre de truc, qui écoute ces événements et qui en déduit des stats, n'importe quoi, faire des charts, etc. Et on va juste on va l'abonner à nos événements et on va rejouer tous les événements depuis soit le début de notre application, soit depuis un temps, une date donnée, etc. Et grâce à ça, en fait, on va, sans avoir pourri notre modèle de données ou rajouter des colonnes, des choses comme ça, on a juste dérivé de nouvelles données depuis les événements qu'on a déjà dans notre application. Et ça, c'est très pratique à utiliser. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, l'exemple d'ajout de produit au panier. Donc en fait, dans l'application, ça se passe avec des WebSockets. Donc il y a un message qui part, qui va être stocké. Enfin, donc ça c'est la commande. Va être dérivé de cette commande un événement qui s'appelle produit. Enfin, le produit a été ajouté au panier, quoi. Cet événement est stocké dans le journal. Donc c'est un journal dans Cassandra en fait. Voilà. Ensuite, il est propagé vers la vue. Donc en fait, là, cette vue, finalement, c'est l'état courant du panier, donc le panier à un instant T. Et en fait, là, comme en fait, on a des événements dans tous les sens, on est orienté event-driven, on va pouvoir repropager cet événement vers une WebSocket qui va le rebalancer au navigateur pour remettre à jour la vue côté navigateur en JavaScript. En fait, l'événement il part du navigateur, il va jusqu'au fond de la base de données 2 fois et il revient jusqu'à l'utilisateur. Donc, et pour faire aussi le lien avec ce qu'on montrait au début, en fait, le stockage HTML dans Elasticsearch, en fait, on peut voir ça comme une vue aussi de nos produits. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe en fait, quand un produit est modifié, l'événement est stocké, il est remonté dans le front-end, ça met à jour Elasticsearch, ça remonte au navigateur. Donc la dernière partie. Le dernier point, il ne faut pas que nos utilisateurs attendent 3 plombes avant chaque chargement de page. Donc du coup, là en fait, pour nous, c'est fait en utilisant du cache, plus des événements, tout ça mélangé. En fait, ça veut dire que d'un côté, on limite les requêtes au niveau du serveur. On prend en requête, on est réactif parce qu'on réagit aux événements, et du coup, derrière, ça nous donne un front-end réactif. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on va tester ça en vrai. Alors. Donc là, l'idée, c'est de montrer en fait que quand on met à jour un produit dans le back-end, on va le voir arriver en live devant. Donc avant, il va falloir que... Ok, déjà, je vais faire ça. Donc ça c'est notre back-end, c'est là où on va gérer la mise à jour de nos produits, etc. Je vais rafraîchir la page quand même. Ouais, pour être sûr que tout cela. Donc voilà. Et donc l'idée c'est qu'on va aller modifier un objet. Je vais rajouter un point. Non, je vais augmenter le prix. On augmente le prix, c'est mieux. On va mettre 250. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne décision. Si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, on devrait le voir arriver de l'autre côté. Mais tout ne va pas bien se passer vu que effet démo, etc. Le pire c'est que c'est vrai, les merdes. Alors attends, je vais essayer. Que s'est-il passé? C'est un peu lent.
Ah, la loose. C'était l'Arcadie. C'est l'Arcadie. Ouais, mais en fait... Il devrait repasser en première position, c'est le... Ah, Yes, voilà. voilà. Donc voilà. Donc là, on ne dirait pas comme ça, hein, surtout que ça merdait, donc voilà. Et l'événement, il est parti du navigateur, il est arrivé jusque dans l'application de backend, qu'il a stocké dans Cassandra, qui a envoyé un message au front-end. Qui a stocké dans le journal d'événements, Voilà. qui a mis à jour sa propre vue, donc le produit. Le message est remonté dans le front-end, Elasticsearch a été mis à jour, et en fait c'est remonté via de l'event source, donc du serveur site event jusqu'au navigateur. Ouais, c'est WebSocket qui doit... Ah non, là, c'est l'event source. Ouais, exact. Donc voilà. Donc voilà, on est event source jusqu'au bout, et puis on est réactif, etc. C'est trop bien. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est au niveau des perfs? Donc ça, je pense que tout le monde se pose la question sur des petits trucs comme ça. Bah, nous aussi, on avait un petit peu peur au début. Et puis finalement, il s'est révélé que nos tests, donc on les a fait avec Gatling, c'est le même outil que j'utilisais pour simuler de la charge tout à l'heure. Donc avec ça, on a pu créer des scénarios un petit peu plus complexes et les faire jouer par plus d'utilisateurs. Et donc le premier résultat qu'on a eu, c'est le chiffre parle de lui-même, mais voilà, c'est ça le résultat. Donc enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez génial. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal, donc voilà. Donc en fait, ça c'est le chiffre d'affaires qu'on a fait à la fin de notre test de perf, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est le début de la richesse, hein. Bien joué, bien joué. Donc sinon, un peu plus sérieusement, on a testé, on a commencé, alors on a fait ça en progressif, on a commencé à beaucoup moins que ça, mais globalement, quand on arrive à 200 clients, on voit les résultats. Donc notre application répondait majoritairement en dessous des 800 millisecondes, ce qui est plutôt pas mal vu le nombre de messages qui sont transbélutés un petit peu partout. On a quelque chose, l'éclatement, enfin la distribution des requêtes est plutôt pas mal, dirons-nous. Et ensuite on a testé avec 400 clients, donc là c'est un petit peu plus chaud, donc on voit que majoritairement on met un peu plus d'une seconde à répondre. Et on voit que la répartition des requêtes, on a vraiment beaucoup de requêtes qui sont vraiment un peu out, on n'arrive pas à avoir un truc un peu homogène. Ensuite on a testé avec 600 clients, et là c'est la catastrophe. Globalement on n'arrive plus à répondre dans des temps qui sont sympas pour l'utilisateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne crache pas, l'application ne crache pas, c'est juste qu'elle est lente parce qu'elle n'a pas la capacité de traiter tout l'afflux qui arrive, mais elle reste toujours là, donc c'est plutôt pas mal. Alors un truc qu'on voulait faire, c'était déployer ça sur le Google Compute Engine, mais j'ai pas eu le temps de finir le truc avant ce soir, donc si un jour on y arrive, on publiera un message de blog à ce propos. Un autre on truc, devrait faire plus de clients. ouais, on va tenir plus de clients, mais pour ce genre de truc, c'est plutôt pas mal. 400 clients, ça fait pas mal. Un autre truc, alors qu'on va pas vous montrer parce que c'est pas forcément super intéressant, mais dans ce genre de système, c'est super important de vraiment de tout mesurer, de mettre des métriques un peu partout, rien que pour suivre les différents messages qui se déplacent d'application en application, pour ne pas être perdu, pour savoir ce qui se passe, etc. Donc mesurer tout le plus souvent possible. Donc nous on utilise une librairie qui s'appelle Metrix, c'est un truc qui a été codé chez Gamer à la base. C'est plutôt sympa, c'est en Java. Donc il y a pas mal de choses, il y a des compteurs, des histogrammes, des timers, des choses comme ça pour savoir les temps de réponse, etc. Et à la fin ça nous fabrique de jolies mesures qui sont exportables dans différents stores. Donc nous en fait on a balancé tout ça dans notre Elasticsearch. On a utilisé un outil qui s'appelle Kibana. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc on va dire c'est une application qui va manger des données d'Elasticsearch et qui fabrique des rapports qu'on va pouvoir personnaliser pour savoir ce qui se passe. Et du coup avec ça on peut vraiment monitorer le nombre d'appels sur notre appli, les messages par où ils passent, etc. On a vraiment pas mal de choses plutôt intéressantes pour notre application. Donc on s'approche de la fin, donc on va pouvoir vous parler des problèmes qu'on a rencontrés. Parce que oui, on a eu des problèmes. Alors tout d'abord, les problèmes qu'on a eu, c'est les problèmes de... Donc en fait, Raspberry Pi c'est une Debian, mais par contre, en fait tout n'est pas disponible dessus vu l'architecture. Voilà, donc c'est un processeur, je sais plus quoi. ARM, non. ARM, voilà. En tout cas, on n'est pas des champions en Linux et tout ça, donc en fait on a fait ce qu'on a pu.
Donc en fait, un problème qu'on a eu, c'est notamment Nginx. En fait, la version qui était disponible, c'était une version qui était un petit peu vieille. Et en fait, du coup, elle gérait pas les WebSockets. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. Et comme en fait, on avait basé plein de choses là-dessus, c'était un peu embêtant. Donc on a dû recompiler ça. Donc c'est Mathieu qui l'a fait. Je sais plus combien ça a duré. 4 heures, non, c'était pas si Non, long c'était que pas ça. si long que ça. Par contre, un autre truc, c'est que nous, on est très fans de MongoDB. Et donc, à la base, on voulait faire notre présentation en utilisant MongoDB. On voulait Cassandra, c'était pas forcément dans la liste de nos technos à utiliser pour ce talk. Sauf que Mongo, il n'est pas disponible sur Raspberry Pi, ou alors la version qui est dispo, c'est de 1.8, alors qu'on est à 2.6, un truc comme ça, donc c'est même pas la peine d'y penser. Moi j'ai essayé de compiler, alors je sais plus, il y avait, pour préparer le truc, c'était une nuit, et pour le recompiler, pas loin, quelque chose comme ça, donc ça met beaucoup de temps. Donc voilà, alors après, on n'est pas des pros de la cross-compilation et des choses comme ça, donc on ne s'est pas trop aventuré là-dedans. Du coup, on s'est dit, on va utiliser des bases de données écrites en Java, donc Elasticsearch et Cassandra. Donc Elasticsearch, pas de problème. Elasticsearch, ça marche très bien, pas de problème. Donc Cassandra, on l'a installé, on a fait les premiers essais. Hop, ça marche, et puis d'un coup, et on puis essaye en vrai, ouais. et paf, quand même. C'est la catastrophe. Le premier document qu'on essaie d'insérer, le truc se crache, il nous fait un core dump, machin, tout, enfin, l'horreur complète. Et il s'est avéré qu'en fait, Cassandra, c'est écrit en Java, mais ça utilise, si possible, des appels système et qui n'étaient pas, enfin, des librairies système qui n'étaient pas présentes sur la Raspbian. Du coup, on a dû la désactiver. Donc on a bien galéré à configurer un Cassandra pour qu'il tienne dans la mémoire disponible, etc., qu'il n'utilise pas des librairies un peu bizarres. Et du coup, on a réussi à avoir un truc qui marche plutôt à la pas fin, mal. ça tournait, ouais. Voilà, ça tournait. Donc il faut juste se prendre un petit peu la tête avec la configuration. Un autre problème qu'on a eu, c'est les benches avec les WebSockets. Donc on disait tout à l'heure, on a utilisé Gatling. Donc en fait, Gatling, je crois qu'ils ont sorti la version 2 il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, ils étaient en plein redéveloppement en fait, de tout, quoi. Et du coup, il existait un petit plugin qui permettait de gérer les WebSockets, sauf qu'il était compatible avec une vieille version, il n'avait pas été mis à jour depuis. Donc on a dû rechercher, enfin ça a été assez pénible de faire fonctionner. Donc on était obligé déjà de prendre une vieille version et puis de remonter un projet SBT avec les bonnes dépendances, tout le bazar. Enfin voilà, c'était pas facile. C'était fun. Et enfin, on a utilisé Akka-Cluster, vous l'avez vu dans la présentation. Il faut savoir que Akka-Cluster, c'est un outil très puissant. Et du coup, il y a beaucoup de configurations possibles, notamment au niveau de la détection des pannes, détection des failures, etc. Donc ça, c'est chouette. Mais alors, quand on n'a pas trop, quand on sait pas vraiment comment ça se configure, c'est l'horreur. On a vraiment chier. Mais bon, ça marche bien maintenant, mais je vous raconte pas. Au début, on s'est fait. La première fois qu'on a fait la présentation, 2 jours avant, il n'y avait rien qui marchait et tout, c'était l'horreur. Enfin bref. Donc en fait, le pourquoi, c'est que donc on a 2 applications qui tournent par Raspberry, donc ça veut dire qu'elles ont 256 mégaoctets chacune de RAM, et quand elles démarrent toutes les deux en même temps, ça bouffe tellement de ressources sur la Rasp que les autres applications sur les autres plaques ont l'impression que le nœud s'est craché, et du coup elles éjectent le truc du cluster, et donc on ne voit plus rien. Donc là, il faut configurer la détection de panne pour que ça fasse pas trop n'importe quoi, etc. Voilà, et que ça attende un peu, quoi. Voilà. Donc voilà, si vous faites du Akka-Cluster, c'est génial, mais ne vous dites pas que la configuration, ça prendra 2 minutes. Donc en conclusion, on s'est bien amusé. Voilà, on s'est bien marré, ça marche. Voilà. Si déjà, ce qu'on peut dire, c'est que là, on disait que dans la stack J2E, enfin Java E, en fait, c'est bloquant, etc. C'est qu'à moitié vrai parce qu'en fait, depuis les dernières versions dans Servette, il y a un mode asynchrone. Donc en fait, on peut faire tout ça, mais par contre, c'est sûrement un peu plus pénible qu'avec ce genre de techno parce qu'en fait, là, c'est prévu pour, donc en fait, ça se fait tout seul, quoi. Donc en fait, plus ou moins tout seul. Donc en fait, avec une stack classique, on pourrait arriver au même résultat, mais ça demanderait un peu plus d'effort. Et puis peut-être du code un petit peu plus... Et après, la légèreté de la chose, c'est pas dit que ce soit... Après, il y a certains serveurs qui sont bien, mais bon, c'est pas toujours génial. Donc voilà, après, il existe aussi en Java d'autres librairies qui permettent de faire des API réactives. Il y a RX Java, il y a le projet Reactor chez Spring, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, il y en a d'autres, quoi. Les Reactive Streams. Les Reactive Streams qui arrivent, qui permettent de gérer des flux continus de données de manière non bloquante. Donc voilà. Il y a différents, pareil au niveau des librairies d'acteurs, il y en a d'autres qui existent. Akka, on l'a choisi parce qu'on aimait bien, mais il y en a d'autres qui existent. Donc voilà. Voilà, deuxième point, en fait, là en gros,
En fait, on est dans une conf Google, on n'a pas trop parlé de Google, mais en fait, finalement, les patterns qu'on utilise, c'est des patterns qui sont valides dans le cloud. Donc, en fait, C'est même recommandé, hein. Le Reactive Manifesto, à la base, c'est quand même ça. Donc, en fait, sur un cloud Compute Engine, ou un cloud de ce type-là, en fait, on pourrait déployer cette application et ça tournerait sûrement sans problème, ce serait adapté, quoi. On aurait pu, si j'avais eu un peu plus de temps, on aurait pu. Donc voilà, et puis en conclusion, Scala sur Raspberry Pi, c'est le vôtre, donc voilà. J'espère que la présentation vous a plu, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.